Pays Basque. D'accord. Bien, merci Monsieur le Président. Merci à ceux qui m'ont invité à prendre la parole, et notamment M. James K2, figure historique de l'art, certains appelaient le secrétaire perpétuel. Mais qui en a les caractéristiques. Lorsqu'il m'a été proposé de prendre la parole cet après-midi, je me suis interrogé sur la période actuelle et celle des 25 ans d'Interreg. Il fallait donc parler d'Interreg. Mais avant qu'Interreg n'existe, il y avait déjà quelque chose. Je ne remonterai pas au temps où les frontières étaient totalement hermétiques et où dans mon pays on pratiquait allègrement la contrebande, ce qui était une forme de coopération transfrontalière. Mais je serai plus sérieux en indiquant que sur cette frontière franco-espagnole, en 1982, nous nous sommes mobilisés, l'ensemble des régions du sud de la France, pour aider l'Espagne à rentrer dans la communauté économique européenne et y instaurer la démocratie, consolider la démocratie. Donc l'idée première était celle d'une solidarité entre les peuples voisins, ce qui est en soi une particulière bonité. Et on a créé la communauté de travail des Pyrénées. Et puis avant même qu'Interreg n'existe, on a mis en place avec les régions voisines des fonds communs de coopération. Car vouloir coopérer est une chose, le faire avec un instrument financier, c'est mieux. Et ça aide à la manœuvre. Donc on a constitué entre Euskadi et Aquitaine, puis ensuite la Navarre s'est jointe à Aquitaine et Euskadi, avec des fonds communs, des dotations que nous apportions depuis nos régions. On faisait un appel à projets, on les sélectionnait, et donc on a pu mettre en place une grande quantité de projets. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a eu 1100, 1200 projets depuis que cela avait été mis en œuvre. L'objectif avec Interreg, c'est de considérer Interreg comme des fonds d'amorçage. Parce que l'idée est que les coopérations qui naissent avec l'appui financier d'Interreg, que ces projets se pérennisent, s'améliorent, créent une vraie coopération durable. Mais, venant ici, je me suis interrogé d'abord sur ces 25 ans de coopération transfrontalière et quelles ont été les principales réussites de cette période. La vertu première des programmes de coopération aura été de rapprocher les individus, les institutions. Il y a 25 ans, il ne paraissait pas évident encore de franchir le pas de la construction et de la réalisation de projets à plusieurs partenaires, venant de part et d'autre de la frontière. Aujourd'hui, cette étape me semble définitivement franchie. Par exemple, en Aquitaine, durant la dernière période 2007-2013, 147 projets impliquant 250 structures publiques et privées ont été financés. Et c'est déjà en soi une réalisation essentielle, car la frontière entre la France et l'Espagne, au contraire d'autres, est une véritable frontière physique. Et l'attitude de la coopération, du fait de la géographie, mais aussi sûrement de l'histoire au XXe siècle, y était moins ancrée qu'ailleurs. Mais au-delà de cette dimension de projet, il faut considérer la coopération transfrontalière, mais aussi la coopération transnationale, interrégionale, comme un outil de la construction européenne. On a trop tendance à réduire la construction européenne au champ des discussions entre les États et ou des débats au sein des institutions européennes. Or, l'Europe se construit aussi par les échanges entre les individus, entre les structures locales et régionales. C'est un aspect trop souvent négligé
et dont on devrait pourtant se souvenir dans cette période troublée où la construction européenne est mise à mal en raison des difficultés que rencontrent les États à se mettre d'accord. Il faut affirmer que l'avenir de l'Europe ne repose pas seulement sur les épaules de nos dirigeants nationaux, mais aussi sur celles des citoyens qui la consolident tous les jours à travers leurs échanges. La deuxième question que je me suis posée avant de venir ici, c'est quel est le rôle fondamental des institutions qui font partie du partenariat d'un programme Interreg. Ce rôle pourrait être résumé en 4 mots. Animer, gérer, financer, participer. Il s'agit en effet pour les institutions d'accompagner les porteurs de projets de leur territoire, de s'assurer de la bonne marche administrative du programme, d'apporter les cofinancements qui compléteront les financements communautaires et enfin d'être même porteurs de projets. Je voudrais insister sur 2 de ces aspects. L'aspect financier tout d'abord. Les programmes communautaires de coopération ont certes la vertu de permettre de faire plus que ce que les seuls financements locaux auraient permis. C'est le fameux principe de l'additionnalité. Mais c'est aux institutions locales qu'il revient de veiller à la mise en cohérence de financements venant de différents niveaux, qu'il s'agisse du niveau européen, régional, départemental ou même national, et de pays différents. C'est une formidable incitation à ordonner, rendre plus cohérente et plus efficace l'utilisation de l'argent public venant de différentes sources. L'autre aspect sur lequel je veux insister est celui de la gestion des programmes. C'est une responsabilité très importante qui pèse sur les institutions qui s'en trouvent chargées. Je le sais d'autant mieux que la région Aquitaine a été autorité de gestion de ce qui s'appelait alors Interreg 3 durant la période 2000-2006, avant d'assumer la fonction d'autorité nationale pour 2007-2013, puis 2014-2020. Le programme opérationnel de coopération territoriale Espagne-France-Andorre présente la singularité d'avoir, depuis 2007, confié la responsabilité de l'autorité de gestion non plus à une institution, mais à une association de plusieurs régions d'Espagne, de France et Andorre, réunies au sein de la communauté de travail des Pyrénées. C'est un formidable défi et les choses ne se passent pas toujours dans la facilité. Mais qui aurait pu imaginer, il y a 25 ans, que des régions de plusieurs pays parviendraient à relever ensemble un tel défi? Les programmes Interreg sont aussi une formidable école de culture administrative commune à l'échelle européenne. Les principaux défis qui restent à relever. Pour commencer, il faudrait mieux doter financièrement la coopération territoriale. Il faut rappeler que la coopération territoriale et transfrontalière dans son ensemble, tout en étant de mieux en mieux dotée, ne représente toujours que 2,75% de l'ensemble des fonds structurels pour la période 2014-2020. Parmi d'autres, les régions françaises, qui sont très attachées à la coopération territoriale européenne, avaient, par la voie de l'Association des régions de France, revendiqué beaucoup plus. Elles n'ont malheureusement pas été entendues. De même, les régions françaises avaient plaidé pour une attribution des enveloppes financières au programme et non pas aux États pour éviter le I want my money back. Il faut aussi poursuivre dans la voie de l'harmonisation des modalités de mise en œuvre et des procédures. Au-delà des règles et des pratiques propres à chaque État membre, nous devons nous appuyer sur les textes européens pour inventer de nouvelles pratiques qui correspondent mieux aux attentes des projets de coopération. Au-delà de ces aspects financiers et administratifs, il me semble que les dispositifs actuels de la coopération territoriale européenne devraient franchir le cap de la seule coopération
pour aborder celui d'une véritable politique d'aménagement des territoires à l'échelle européenne. On le constate, de nombreux programmes de coopération sont organisés autour d'espaces naturels, maritimes, bassins fluviaux, bien entendu massifs montagneux. Dans ces différents espaces communs à plusieurs pays européens se posent des problématiques telles que les effets du changement climatique, les questions de transport, de développement économique, de recherche, d'identification de nouvelles sources d'énergie, etc. Certes, la coopération permet déjà de traiter ces problématiques dans une logique transfrontalière ou transnationale, mais elle permet rarement d'aller au-delà de l'échange d'informations, d'expériences. Elle peut permettre d'esquisser des solutions communes, mais elle ne peut aller au-delà en raison de ses moyens limités et parce que l'aménagement des territoires reste encore de la compétence nationale. Il faut pourtant aller au-delà. Dans ces espaces d'intérêt commun, de dimension européenne, c'est dans une logique européenne que nous devrions de plus en plus travailler. La coopération territoriale européenne a amorcé cela. Les eurorégions, les macro-régions affirment la tendance. Il faut poursuivre vers l'émergence d'une politique européenne des territoires qui serait aussi un moyen formidable de renforcer l'intégration européenne par le bas au bénéfice des citoyens européens que nous sommes tous. Si vous me permettez une petite minute supplémentaire, j'étais venu aussi avec 2 observations pour tenter d'être utile. Utile dans la mise en œuvre des programmes. Il y a un grand débat sur les projets structurants. La traduction que nous en faisons dans les institutions, c'est généralement « Ah, si ça coûte plus de 10 millions d'euros, ça doit être forcément structurant. Est-ce que nous aurons aidé la coopération transfrontalière uniquement en considérant les grands projets coûteux? Je plaide ici pour le maintien de l'aide aux petits projets. Parce que la vie transfrontalière, elle se fait aussi par ces échanges quasi quotidiens de projets, certes pas de grande ampleur, mais qui font souffler l'esprit de coopération autour et au-delà et au-dessus de la frontière. Donc que l'on puisse permettre dans les programmes Interreg que des GECT puissent gérer des fonds pour aider ces petits projets, pour qu'ils continuent de vivre. Rien ne serait plus désastreux que des citoyens qui se désintéressent parce que leurs projets sont trop petits. Et donc qu'ils pèseraient sur ces petits projets une espèce de mépris, comme s'ils n'étaient pas, par essence, des projets qui construisent aussi sur un certain espace, qui construisent l'Europe. Je pense, voilà, une école de danse, une foire de produits régionaux, une animation touristique, linguistique. Bien, ce sont des projets qui sont utiles à la rencontre de part et d'autre de la frontière. Un autre plus sérieux, une autre observation, si vous me le permettez, c'est qu'il y a des projets qui ont du mal à naître parce que nous n'avons toujours pas résolu la question de l'avance des fonds. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut porter, ou un partenariat qui se constitue, qui veut porter un projet, il doit avoir de l'argent d'avance pour pouvoir réaliser le projet, tellement les délais de paiement par l'Union européenne sont longs. Et donc celui qui n'a pas les moyens, il ne peut pas réaliser ce projet. Est-ce qu'au niveau européen, on pourrait, avec les banques, trouver un système qui permette de faire une avance? Bon, je n'ai pas la solution, j'ai interrogé plusieurs banques et on n'a pas encore trouvé de solution. Je voudrais conclure en indiquant le formidable appétit de coopération transfrontalière. Nous venons de recevoir
les projets du premier appel à projet du programme opérationnel de coopération territoriale France-Espagne-Andorre. Nous avions mis 70 millions d'euros de FEDER sur les 185 millions d'euros de la dotation sur la frontière. Nous avons reçu des demandes pour 152 millions d'euros. Donc il faudra faire un choix rigoureux. 6 partenaires en moyenne par projet. 122 projets reçus avec 779 partenaires. Donc je me réjouis de cette appétence extraordinaire qui se manifeste pour la coopération transfrontalière. He is Secretary General of the Committee of the Regions since 1 year, and he is a former director and Secretary General of the Council of the EU, and he holds a joint Czech-German citizenship. And the view of the border regions will come from José Lago, and he is Deputy Director General of the External Relations and Cross-Border Cooperation of the Regional Government of Galicia in España, Spanish-Portuguese border region, EGPC Galicia Norte. Besides an indirect cooperation, this border region has intensive cooperation on economical, social, and cultural themes. Ladies and gentlemen, before I give the floor to the panel, I would like to thank the AABR for the opportunity to preside this round table that will focus on the priorities for cross-border cooperation in Europe. My name is Geert Snik. I'm Vice Governor of the Flemish province of East Flanders and also the representative of Euregio Scheldeland in this beautiful assembly. To start my short introduction, I would like to give you a quick view on the Euregio Scheldeland. Our Flemish-Dutch Euregio is the cooperation between the provinces of East and West Flanders, and on the Flemish side, and Zeeland on the side of the Netherlands. What is particular in our region is that a small part of Zeeland is detached from the rest of Holland by the western scheldt and is attached to Flanders. You see it. And this creates, of course, a unique situation which makes cross-border cooperation truly a necessity. Last year, we celebrated 25 years of cross-border cooperation in the region. And right from the start, we have been active in EU programs and projects. Another reason why cross-border cooperation is so important in our region is the Canal Ghent-Terneuzen. This cross-border channel connects two important ports, the port of Ghent in East Flanders and Zeeland seaports in Zeeland. The regional and local authorities in this cross-border area network together on spatial development, sustainability, environment, and economic cooperation. More recently, the two ports also decided to work closely together on integrated port management. Not only do they jointly promote themselves internationally, they also want to achieve a common nautical management. This is the future of territorial cohesion, and in particular cross-border cooperation. The Euregion Scheldeland is in line with also the case in Euregion Scheldeland. It is up to them to keep on investing in cross-border cooperation and to stress the importance of it. And it is for the sake of the citizens, the organizations, and the companies in each region. In our region, the cross-border cooperation is embedded in both the local as well regional policies and strategies on both sides of the border. However, EU programs and projects, in particular of the EU cohesion policy, are a crucial instrument to create a leverage effect and implement our policies and action plans.
It is my conviction that a strong bottom-up willingness to cooperate together with the support of the European Union is the key to the future of regional policy in action. Let me briefly illustrate this by our approach of cross-border labor market issues. Within the European Union, there are still a lot of barriers that make it difficult for people to work on the other side of the border. The Scheldeman Council considers the increase and facilitation of cross-border mobility as one of its priorities. Interreg funding helped accelerating the implementation of various actions. Other cross-border challenges that we have established in our Action Plan 2020 are, first of all, innovation in different domains such as bio-based economy, healthcare and agri-food. As a province as well as a EU region, we have developed a smart specialization strategy. These and other key clusters, thirdly, cross-border logistics and mobility, fourth, biodiversity, and last but not least, cross-border spatial planning. Ladies and gentlemen, to conclude, a lot of these themes will probably remain a priority after 2020. In this respect, we welcome the first negotiations on future topics, but I think it's still early. From an operational point of view, the Interreg 5 program just started, and the first projects have only been recently approved. So there is still a long way to go. However, your region Scheldeman is happy to contribute to the debate and give input to the cross-border cooperation of the future. And I am very interested, and I hope you are also very interested, to hear from different speakers their views and insights on the future policies for cross-border cooperation. And I would like now to give the floor to the first speaker this afternoon, Mr. Thierry Burgerek, for whom I ask your applause. Thank you. Ladies and gentlemen, dear colleagues, the purpose of my intervention is to cast some light on the priorities of the cross-border cooperation in the future, as we understand it from our political vision and according to the experience of the European Committee of the Region, which you will hopefully allow me. From the beginning in the 50s, after the World War, passing by the Madrid Outline Convention in 1980, the launching of the Interreg as initiative of the ECC in 1990, and today, in the 25th anniversary of the Interreg, territorial cooperation has evolved dramatically. Citizens believe that cross-border cooperation is normal, and this was not the case in the recent past. Little by little, the paradigm has shifted. We think less in terms of border and more in terms of territory, and we move, I think this is important to state, we move from cooperation to integration. We talk about cross-border functional areas and about how to integrate these territories in a coherent way. This change of paradigm has concrete consequences because the way of thinking on the priorities has changed. We need to develop now joint cross-border visions. We may talk about several different topics. On one hand, missing links in cross-border transport, health, energy, public services in general, infrastructures, territorial planning, and last but not least, the institutionalization of the cooperation. In respect to the missing links, Mr. Cattaneo has already explained that for the Committee of the Regions it is important to establish and to re-establish short-distance connections located at national border that have been abandoned in the past.
I hope very much that this item will be tackled in full duty and will go into the conclusions of today. Indeed, this has very much to do with the financial limbo of the cross-border infrastructures, which are, on one hand, too big to be funded by Interreg, but are too small or out of the European Court network funded by Connecting Europe facility. It is good to explore modification of the existing framework and also innovative and to explore also innovative solutions to develop cross-border bridges, tramways, joint airports, which have a very positive impact in the territory. In respect to energy, the interconnection of the national grids and the diversification of the energy sources are strategic problems at European and national level. In many border areas, cooperation in the energy sector can tackle the supply to cities, the use of renewable energies, the development of rural areas associated to the production of energy, and other sectors. I would like to underline the cooperation related to climate change. From the point of view of adaptation and of mitigation, in particular, I would like to mention the climate change observatories of the Pyrenees and of the Alps, and the cooperation in the Mediterranean, which are crucial to understand the climate change and its consequences in Europe. In respect to cross-border public services, I think it's important to say that it is essential to put together all the cross-border services which have been important in the cross-border cooperation. Health services and the famous cross-border hospital of La Sardania, I hope I pronounced it correctly, cross-border risk prevention, civil protection, public transport, even education and vocational training, all of them tend to go towards a second stage of integration. The integration at cross-border level means a second stage of integration, very closely related to the single market. The question is, which insurance is, for example, existing for a Spanish brigade fighting a forest fire in Portugal? Which liability for a cross-border waste service? Which standards for a cross-border tramway? How to combine the curricula of the students and their traineeships? How to cooperate in social services? How to compensate the expenses related to the care of elderly people who move from the Netherlands to Germany, and so on. There are a multitude of open questions, but also opportunities. Like the joint procurement and innovation, where the joint procurement of public sectors sharing common needs. Last but not least, we come to the aspect of institutionalization. The second stage of the cooperation means that we need to establish joint institutions. For the Committee of the Region, the European groupings of territorial cooperation are the jewel of the crown of the cooperation, but the crown has many other jewels like all the Euro regions, Euro districts, and working communities all over Europe. The importance of the institutionalization is that it generates first a joint assessment of the reality and requires common indicators. This analysis is the basis for a joint long-term vision and a joint plan. Secondly, the institutionalization gives visibility and ensures the accountability of the cooperation. Participation is easier because citizens know where to go with their suggestions and ideas. From a top-down point of view, we also should take note of the macro-regional strategies, which help to harmonize the objectives and priorities and make it easier for cross-border territories to meet in their common vision. At the same time, we have, as the other extreme,
which is then purely bottom up and not top down as the Connecting Europe facility. The aspect of the Juncker plan, which is private money, which is bottom up and not coordinated in this sense. And in between, I think we need to position ourselves as a body which, on a strategic, notably cross-border basis, undertakes the mapping. And this can be done in a very, let's say, practical way, as I think we are discussing it here today. More long-term oriented way, it should happen also at higher levels. You are aware of that the Committee of the Regions is since more than 1 year also urging a discussion at the level of the General Affairs Council, which should turn into a kind of cohesion council. And I think this is exactly something which we have to have also in the back of our mind, because this is important that we are really also having the ambition not only to discuss it practically here, but also to bring those issues up in a strategic way to the level of the cohesion ministers. Secondly, I mentioned this already, it is the issue of the EGTCs. I think that we all agree that the EGTCs are a valuable instrument, but are they really used in an appropriate way? I think that the number, but also the content of the EGTCs can be still optimized. We are in discussion with the European Parliament, for example, in respect to STOA, the Scientific and Technology Observatory, because also the European Parliament understands the possible contribution of those instruments for the future rollout of the European infrastructures. You are not without knowing that this is an excellent tool for the areas of energy, telecoms, transport, and so on. But the reality is, and I think we have to put this here on the table, is that there are also a lot of political hesitations to use those instruments at the level of several federal states, notably, but I think we have to use the best practice examples from the areas where it works, and can only hope that those people who have agreed to the EGTCs on paper will also use it in the future more and more in practical context. Last but not least, as a third point, the midterm review on the MFF, in so-called the budgetary midterm review, offers, and we have heard this already in Luxembourg during our presidency, during our bureau meeting, offers a unique chance to shift a bit more money, possibly to the indirect funds. I think this was made very clear by the chair of the Transport Committee, Mr. Kramer, especially in respect to, I would say, his example of infrastructures. This was the example of the rail infrastructure and what he called the so-called rehabilitation of infrastructures of rail. This means reactivation of previously existing rail connections, which are partially very small, very limited in terms of kilometers. And if this would become possible, then this would become a very important part of cross-border cooperation projects in very concrete infrastructural scope, because this could become really a very powerful arm. Mr. Kramer was speaking about the funding which would be similar to the structural funds in other areas, which would go up to 85% of funding for those so-called rehabilitation projects. So, to conclude, I would like to close the circle coming back to the territorial agenda, the territorial vision and the integration of functional areas across border. All previous elements must be combined in a harmonized territorial vision and a common territorial planning. A common strategy, and this opens new fields of discussion. I can mention smart specialization. There are regions implementing cross-border
RIS3. Others, like Galicia Norte de Portugal, are examples in coordinating the technological and innovation centers. Cross-border innovation has been a priority for the AEBR. Tourism is a sector that embraces infrastructure, vocational training, IT, security, territorial branding, and many other aspects. Industrial development, rural, urban integration, etc., etc. Ladies and gentlemen, I come to the end of my presentation. I have tried to give an overview of different points in the agenda, and this agenda is not yet completed. I think we agree our goal of territorial vision and cross-border integration is essential, and I look forward to hearing all your comments. We will see the rise of the cross-border cooperation in the years to come if you are ready to contribute and to continue your effort, which is highly appreciated. Thank you very much.